Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, alors, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle capsule du 5 km à l'Ultra Trail. Alors moi c'est la fin de journée, je t'avouerai que je suis en train d'enregistrer, il est 20h57 et j'ai eu droit à un merveilleux coucher de soleil vers chez moi. C'est hyper joli parce que en fait j'habite à 700 mètres d'altitude dans la montagne noire et quand le ciel est un peu chargé comme ça, le soleil se couche et à chaque fois il passe sous les nuages et ça fait une superbe photo, voilà, que j'ai mis sur Instagram notamment, avec le rayon du soleil qui passe à l'horizontale, qui vient éclairer. C'est une couleur hyper chaude et bah voilà, j'ai gagné ma soirée, donc je suis hyper content, la boucle est bouclée. Alors, que te dire? Bah écoute, ce matin, je me suis levé, je me dis tiens, je vais parler de ça parce que je suis tombé sur une vidéo d'une nana qui savait pas trop quoi faire, elle n'était pas en forme et puis elle a décidé de faire un fractionné en fait, mais un fractionné dur quoi, un fractionné 15 fois 1 minute plus vite. Alors plus vite, elle a dû plus vite, donc pas motivée et elle arrive au bout la quatrième répétition. Donc la vidéo est bien faite, hein, j'ai bien aimé, mais quatrième répétition, elle a failli abandonner parce qu'elle n'en pouvait plus. Finalement, elle a terminé, elle a fait les 15 répétitions. Elle est contente parce que du coup, ça a fait quasiment 6-7 km. Bon, bref. J'avais envie, moi, de rebondir là-dessus. Après, je rebondirai sur la newsletter que j'ai envoyée aujourd'hui. J'avais envie de rebondir là-dessus en disant, écoute, si t'es pas en forme, si tu te sens pas en forme, pas motivé, faire une séance de fractionné, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Alors ok, tu peux te donner des coups de pied aux fesses en te disant, allez ok, séance de fractionné, je fais X fois machin. D'accord, ça peut servir. Mais il faut que le mental, que le physique soit là aussi. Là, 15 fois 1 minute, 1 minute quand tu cours plus vite, c'est long. C'est très long, surtout quand tu n'es pas en forme. La preuve, en 4e minute, elle a failli abandonner. Ça se trouve, sa séance de fractionné, elle l'a faite, mais finalement, elle a couru de moins en moins vite, ça se trouve. Et c'est pas ça une bonne séance de fractionné. Une bonne séance de fractionné, c'est tu t'arraches sur les dernières répétitions pour essayer de garder l'allure. Et normalement, ta fréquence cardiaque à la fin, c'est là où elle est la plus haute. Là, typiquement, peut-être qu'elle, sa 4e répétition, elle était au plus haute. Et puis du coup, elle a posé, elle a arrêté. Surtout que c'était 15 fois 1 minute avec 1 minute 30 de récupération. Donc, il y a un peu trop de récupération quand même. Clairement, le but du jeu, c'est de faire monter le cardio. Donc, si tu descends ton cardio vraiment, que tu retrouves une respiration trop normale, on va dire, entre tes répétitions, c'est pas forcément génial. Maintenant, 15 répétitions, il aurait valu vraiment qu'elle fasse plutôt 2 fois 6, 2 fois 7. Allez, voilà. Après, pour les plus aguerris, c'est 2 fois 10. Mais quand on n'est pas en forme, qu'on ne sait pas trop, elle termine sa vidéo par bon ben voilà, j'ai pris un plan, enfin j'ai pris une séance, je savais pas trop quoi faire, j'ai trouvé celle-là. Donc bon, j'ai commencé ma journée comme ça, je dis bon ben ok, évite de faire comme ça des séances. Tu peux, mais pas 1 minute, pas 15, tu vois. Tu peux te mettre un peu d'intensité, mais il faut que ce soit. Voilà, dis-toi que c'est pas une séance quand tu es un petit peu hors de forme qu'il faut où il faut dans laquelle tu vas courir, tu vas vraiment te dépenser parce qu'il faut avoir une fraîcheur mentale, fraîcheur physique. Et là, bon, elle l'avait pas. Mais bon, elle est quand même contente. Vaut mieux sortir que pas du tout. Voilà. Mais si tu as le choix, fais plutôt une sortie à variation. Tu varies l'intensité, mais 15 fois 1 minute, c'est super long. Hein. Donc voilà, ma journée a commencé là-dessus. Puis après, bon voilà, j'ai enchaîné, j'ai fait ma newsletter. J'ai vu mon petit groupe de coachés, voilà, on a parlé de tout et de rien, mais surtout voilà, d'erreurs de course. Voilà, je leur ai dit attention, vos premières courses, il y a quelques erreurs, et du coup je vais rebondir sur ma newsletter que j'ai envoyée tout à l'heure. Voilà, vendredi 18h, bon je crois que d'ailleurs elle est partie à 18h20, je sais pas trop, 30, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors oui, j'ai fait, je te partage dans la newsletter quelques erreurs, pas toutes, mais bon après j'ai pas non plus empilé les erreurs, hein, on se calme, hein, mais bon des erreurs on en fait tous. Du coup voilà, j'en ai écrit
quelques-unes, et je vais t'en parler. Donc, bon, c'est pas dans l'ordre d'arrivée, de mes erreurs, mais bon, je sais pas vraiment quel ordre d'ailleurs, hein. Donc, la première erreur que je partage, c'est ne pas vraiment regarder le profil de la course. Et là, je fais référence au Grand Raid des Pyrénées, qui était mon premier 160 km il y a un peu plus de 2 ans. Seulement 2 ans, ouais. Euh, et donc, bon, profil de course, 160 km, 165 km, 10 000 mètres de dénivelé, ok. Je me suis entraîné, je me suis fait une entorse d'ailleurs 4 mois avant, donc j'étais pas chaud. Première fois que je faisais cette distance avec une entorse, première fois l'entorse. Bon, c'était un peu galère, j'étais pas serein. Et du coup, le profil, bon, ben, je l'ai vraiment subi. En fait, j'ai pas anticipé. J'arrivais pas à anticiper les montées et les descentes, surtout les montées en fait. Parce que les montées sur le Grand Raid des Pyrénées, les 40 premiers kilomètres, je crois qu'on avait fait 3000 ou 4000 mètres de dénivelé. Enfin, c'était monstrueux. J'arrivais pas à voir le bout. J'ai dit, waouh, ils sont en train de nous flinguer dès le départ, quoi. Et sur mon petit plan, en plus, sur le plan, c'était changé, le parcours est un petit peu changé, mais j'ai pas du tout regardé en fait le parcours, le profil, et je subissais chaque montée. J'arrivais pas à savoir quand est-ce qu'on allait monter, combien de temps on allait monter. Donc c'est très éprouvant mentalement. Moi, ça m'a un peu énervé. Alors si j'étais énervé, c'est que ça allait bien, tu vois. J'ai l'impression que je suis toujours énervé sur les courses. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais du coup là, ouais, 40 km, plus de 3000 mètres de dénivelé, je crois. Ça fait un ratio énorme. Et j'en voyais pas le bout, et je me suis dit, bon, plus jamais. Donc, il faut absolument essayer d'anticiper les montées et descentes. Deuxième erreur, ne pas avoir fait de checklist. Alors, les checklists, tout le monde le dit, et c'est vrai, c'est cool de faire une checklist. Alors oui, avec l'habitude, on a un peu tout dans la tête. Bon, ça, c'est en théorie parce que on n'est clairement jamais certain de ne pas avoir oublié un truc essentiel. Et c'est vrai, moi je trouve avec l'expérience que même si on sait, ok, derrière mon ultra là, la Volvic, j'ai pas fait de liste, je m'en suis bien sorti, mais j'avais toujours en toile de fond, tu vois, d'arrière-pensée, ma liste, et je me disais, est-ce que j'ai oublié, est-ce que j'ai oublié, est-ce que j'ai oublié. Et ça, c'est un sacré poids mental, je trouve, que de se dire, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose d'essentiel. Et clairement, c'est mieux d'y réfléchir avant. Il y a des listes qui existent. Moi, je vais faire une liste checklist que je vais mettre. Je vais réactualiser parce que j'en avais fait une, mais je vais la réactualiser. Je vais vous la mettre à disposition. Il suffira de la télécharger. Et quand elle sera prête, hein, on se calme. Et clairement, avoir une liste, bah voilà, ça c'est cool. C'est comme se préparer quelques jours avant. Tu prépares ta tenue, ok, tu mets ça de côté. C'est ta tenue, tu as autre chose à faire parce que plus on s'approche du jour de la course, plus le temps diminue. Ça, c'est un truc de fou. Pourtant, il y a toujours 24 heures, mais ça passe plus vite. Il n'y a rien qui y fait, ça passe plus vite. Donc, il faut y aller vraiment. Il faut mettre en place des outils. Et ça, c'est un outil voilà, qui existe, hein, la checklist. Et ça t'évitera de partir, comme pour moi, hein, sur le trail des citadelles, par exemple, sans ta montre. Voilà, la montre, je me suis dit, oh, tiens, j'ai oublié quelque chose. Bah ouais, la montre, elle est restée sur la table de chevet à l'hôtel, et j'étais un peu con. Donc, merci Strava, merci que je partais que pour un 70 km, on va dire. Donc, ça n'a pas duré, je crois que ça a duré 9 heures. Voilà, mais je suis parti sans montre. Alors, j'aime autant te dire que si je fais un ultra sans montre, bon, ça fait un petit peu... voilà, déjà que j'ai pas eu de médaille à la fin sur la dernière, mais bon, je vais pas y revenir. Alors, troisième erreur, ne pas lire correctement le règlement de course. Alors oui, sur chaque course, tu as un règlement de course. Il se ressemble plus ou moins, mais il faut quand même regarder les petites lignes, parce que c'est pas toujours les mêmes. Parfois, il y a des spécificités suivant les courses, notamment à cause du Covid aussi. Donc, par exemple, il te faut absolument un gobelet. Un gobelet, alors parfois il y en a dans les stands, mais généralement, normalement, chaque coureur doit amener un gobelet. Et sur ma dernière course, il fallait des gouttes physio là, pour les yeux et un briquet. Donc tout ça, voilà, faut lire, parce que moi, ils m'ont vérifié mon sac. Si j'avais pas eu ça, je crois que j'aurais été obligé d'en acheter un avant et j'aurais été pénalisé d'1 heure. Bon, ceci dit en passant, ça me gonfle toujours un peu d'être pénalisé en termes de temps.
Je vois pas trop le rapport en fait entre. T'as pas, t'as pas ce matériel obligatoire. C'est bien pour ta sécurité. Normalement, le matériel obligatoire, c'est pour la sécurité. Mais du coup, ok, tu l'as pas, ben, on te retient 1 heure. Et après, tu peux repartir. Je comprends pas le concept. Soit j'ai ma couverture de survie, soit je l'ai pas. Point. Tu continues ou tu continues pas, mais tu me retires pas 1 heure. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait de punir quelqu'un et de le laisser partir après, à moins que j'ai pas tout compris, que finalement on lui donne quelque chose et qu'on lui donne la couverture de survie, mais on le pénalise d'1 heure. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je ne sais pas. Moi, on m'a jamais pénalisé, mais check bien les règlements de course parce que ils existent et parfois il y a des choses qui sont un petit peu originaux. Quatrième erreur, m'être laissé tenter au ravito. Alors j'ai mis une photo de moi avec un tuc. Tu comprends, le tuc, valeur sûre. J'en mange 2, 3 à chaque ravito, parfois plus, quand j'y reste plus longtemps. Alors moi, c'est vrai que, tu vois, sur les ravitaux, on se fait tellement, on s'emmerde tellement, certains, pas assez, hein. Normalement, c'est tout le monde, à chercher sa nutrition, son alimentation, même son hydratation. Voilà, savoir ce qu'on digère, ce qu'on digère pas. Que bon, faut faire attention sur l'étape de ravito parce que parfois, on ne sait pas si on va le digérer ou pas. Ça fait combien de temps que c'est sur la table? Peut-être qu'il fait chaud. Moi, je sais que la charcuterie, j'en prends pas. Du fromage, j'en prends un tout petit bout au bout d'un moment parce que ça me fait envie, mais vraiment un tout petit bout, tu vois. Et je ne me laisse pas tenter. Je m'interdis de manger des trucs originaux parce que je sais qu'il y a une fois, sur le Grand des Pyrénées aussi, il y avait une espèce d'aligot. Je n'ai pas mangé, mais je sais que le voisin en a mangé. Et puis après, on est reparti ensemble et le voisin, il s'est senti mal au bout d'une demi-heure. Et il a eu des crampes d'estomac, enfin des trucs d'estomac. Il a été obligé de s'arrêter. Je suis resté un petit peu avec lui, mais j'ai continué après et je me suis dit... Tu vois, l'aligot, là, c'est pas génial. Très, très gras. Donc, faut éviter. Voilà. C'est comme les boissons isotoniques. Parfois, il y en a. Il y en a sur les stands, boissons isotoniques. Alors, boissons isotoniques, c'est à double tranchant. Soit tu les supportes et c'est pas écœurant, soit tu les supportes pas et c'est écœurant. Donc, c'est pour ça que il faut tester avant. Tu mets du temps à trouver. Si tu n'en as plus, tu fais comme moi. Tu tournes à l'eau et puis c'est tout. Maintenant, si tu veux prendre le risque de goûter la boisson isotonique de la course, c'est toi qui vois. Mais moi, j'évite, voilà, clairement. J'ai marqué aussi, 5e erreur, avoir choisi de mauvaises chaussures. Alors, est-ce que ça m'est arrivé? Pas vraiment, pas à moi. Non, pas véritablement. De souvenirs. Alors, j'ai des chaussures qui ont lâché, hein. J'ai des chaussures, les Speedgoat à l'époque, sur le trail du Vercors, qui se sont ouvertes en deux, les semelles. Alors, est-ce qu'elles étaient adaptées ou pas? Bon, je sais pas. Manifestement, elles étaient trop tendres. C'est pour ça que j'ai arrêté les Hoka sur trail. Mais bon, elles ont pas mal évolué, donc il faudra peut-être que j'y retourne. Donc, quand je parle de mauvaises chaussures, je parle pas de se tromper entre chaussures route et trail, évidemment. Mais plutôt de se tromper dans les chaussures, dans le type de chaussures. Là, on parle de trail, chaussures trail. Voilà, si tu pars avec une Speedcross de Salomon qui est fait pour des terrains boueux, clairement, si tu pars sur un trail vers, je sais pas moi, vers Toulon, vers les Alpes-Maritimes où c'est assez rocailleux, ta semelle Speedcross là, elle va partir. Elle va partir en miettes, hein. Tu vas l'ouvrir en deux, hein. Les crampons ils vont vite dégager parce que c'est une chaussure qui est faite pour la boue, qui est excellente, elle est souple, moi j'adore. Mais là pour le coup, sur les pierres effilées, sur les cailloux qui sont pas vraiment arrondis, elle va risquer de vraiment souffrir et toi tu auras des mauvais appuis. Comme à l'inverse en fait, hein, si tu as des semelles, et là faut faire attention à ta chaussure quand tu t'approches de ta course, de vérifier la semelle je t'ai dit à 1 mois, enfin pas à toi, je ne l'ai pas dit à toi personnellement, je le dis à mes coachés, de checker leurs chaussures maximum 1 mois avant leur course. 1 mois et demi, c'est top. Voilà, ça permet d'avoir une autre paire de chaussures et de mixer et de ne pas arriver à 2 semaines de la course en se disant « Aïe, le mèche, il vient de se déchirer. Oups, la semelle, elle vient de se creuser. Un truc brameux et t'arrives, t'es emmerdé. Est-ce que je change? Est-ce que je change pas ?» Si tu changes pas, tu prends le risque d'avoir une chaussure qui s'abîme vraiment sur ta course.
Si tu changes, tu prends le risque aussi que ta chaussure elle soit pas encore faite à ton pied et d'avoir des méga ampoules ou peut-être des problèmes de ligaments de genou si tu as une course à endurance qui dure longtemps. Donc, très clairement, vérifiez vos chaussures un mois avant sur une course. Vraiment, un mois avant la course. Et après, vous avisez. Mais si elle a déjà 500 bornes un mois avant, ça commence à se poser la question. Et une dernière, j'ai marqué quoi? Une petite dernière pour me rassurer. Alors ça, tout le monde fait, je pense, cette erreur ou a fait cette erreur. Moi, je ne la fais plus depuis longtemps, mais je te rassure, ou pas, mais j'ai fait cette erreur, c'est-à-dire le stress de la dernière semaine. La dernière semaine, on se pose toutes les questions du monde et c'est bien normal. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que voilà, on a une petite appréhension, on ne connaît pas trop, même si on fait des courses régulièrement, on se pose toujours ces questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me suis suffisamment entraîné? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que voilà, toutes les questions arrivent. Et du coup, on essaye de se caler une petite séance. Je me rassure. Voilà, la séance, je me rassure. Donc, voilà, si tu prépares je sais pas, une course rapide comme un semi-marathon, un 10 km ou un marathon, du coup, tu te dis, allez, je vais me rassurer, je vais faire 2 séries de machin à allure marathon. Ou si tu as du trail avec du dénivelé, tu te dis, bon, allez, je vais faire une petite série de côtes pour m'assurer que les cuisses, elles répondent parce que je me sens pas très bien là. Je suis pas certain. Alors, ok, cette séance, je me rassure. Ah, elle te rassure, il n'y a pas de problème, tu arrives à faire ta séance parce que, oui, tu es entraîné. Voilà, il n'y a pas de surprise, tu as entraîné, tu as fait ton entraînement. De toute manière, c'est trop tard, mais tu t'es rassuré. Donc, psychologiquement, ok, tu es content, t'es mieux, tu souffles, tu profites. Bon, le problème, c'est que tu as créé de la fatigue. Alors, même si tu as l'impression d'avoir bien récupéré, moi, ça me l'a fait. Hein. J'avais l'impression d'avoir bien récupéré. Oh non, pas de problème, j'ai fait ça 3 jours avant, ça passe. Ok, pas de souci. Et puis, le début de course, on arrive, papapam, hop, montée. Et là, dans la montée, moi, j'ai senti direct que j'avais pas bien récupéré. J'avais pas bien récupéré de ma dernière séance. Et je me suis porté, pas des courbatures, mais j'avais plus rien dans les cuisses. Alors que j'étais vert parce que je m'étais entraîné pendant 2-3 mois et je suis arrivé, j'ai fait ma petite séance, je me rassure. Où j'étais content, j'avais du peps. Et là, sur ma course, j'avais pas de peps, j'avais mal aux cuisses, j'avais des sensations de courbature au bout de plusieurs kilomètres et j'étais un petit peu, donc ça m'a un petit peu énervé, tu vois. Et donc, essaye de ne pas vouloir te rassurer, essaye plutôt de te raisonner en disant, ok, de toute manière, mon entraînement, il est fini, et la seule chose que je vais réussir à faire, c'est de peut-être blesser, 2, sûrement me fatiguer. Donc, non. Le but du jeu de la dernière semaine, c'est de faire du jus et d'arriver en forme. Donc, tes séances, tu lèves le pied, l'intensité, t'en gardes peut-être un peu, mais tu divises par 2 tes séances, et on n'est plus là à vouloir se rassurer, c'est trop tard. On est là pour justement profiter de notre condition physique, pour cette dernière semaine et commencer à penser les derniers détails, la checklist et compagnie pour arriver en forme sur ta dernière séance, sur ta dernière semaine. Voilà, arriver en forme sur ta course. Donc voilà, c'était le sujet de ma newsletter. Si tu ne l'as pas lu, voilà, tu n'as pas besoin de la lire. Bon, tu peux l'ouvrir, ça me fait toujours, pour les statistiques d'ouverture, c'est mieux pour la délivrabilité. Mais voilà ce qu'elle dit en règle générale. Sur ce, alors sache que moi je travaille sur une petite formation, produit, guide, appelle ça comme tu veux, sur la sortie longue. La sortie longue, c'est vraiment la sortie qui te permettra de courir longtemps, vraiment. Donc la sortie longue, je prévois un format pour des 20, 30, 40 à 60 km, voire jusqu'à 100 km. Comment inclure une sortie longue? Qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Combien de temps? Les sorties longues par semaine. Donc voilà, je suis en train de faire des plans d'entraînement de sorties longues pour des plans de 10 semaines, de 12 semaines. Donc là, je suis en train de brainstormer, de faire ça. J'ai tourné quelques vidéos. Là, je suis en train de faire les PDF avec les plans. Donc il y aura ça bientôt disponible pour toi qui doit penser sortie longue
évidemment, c'est une des clés pour performer sur les courses. C'est évident que tu fasses un trail de 20 km jusqu'à un ultra de 160, la sortie longue est la séance incontournable qui est généralement un peu galvaudée, on ne sait pas trop quand la faire, on ne sait pas combien de temps, au bout de combien de temps on lève un peu le pied, quand est-ce qu'on court plus vite ou moins vite. Donc tout ça, je vais te le dire dans le guide, la formation. Donc le temps de tout mixer, tout ça, te préparer ça, ce sera bientôt disponible pour tout le monde. Voilà. Bon, un grand merci en tout cas. Il paraît que parfois on m'entend, le son des podcasts est relativement faible. J'en suis désolé, je ne comprends pas pourquoi. Donc j'espère que pour toi, tu entends bien, le volume est à peu près correct et que tu as jeté un petit œil sur l'épisode d'hier, voilà, où je me suis filmé. C'était très sympa. Moi, j'aime bien me filmer, mais c'est vrai que le débit internet est un petit peu moisi chez moi, donc ça met du temps après à finir sur YouTube. Donc voilà, je ne vais pas me filmer tout le temps, mais je te parle tous les jours et j'espère que tu apprécies de recevoir mes conseils. Et merci à ceux et à celles aussi qui mettent des commentaires, qui mettaient des commentaires sur Spotify et Apple Podcast. C'est parfait pour mon petit podcast. Voilà, il monte et c'est plutôt cool. Allez, sur ce, je vais pas te retenir. On est déjà le week-end pour toi, samedi, c'est ça. J'espère que si tu as une course qui arrive dimanche, je sais pas, par hasard en Alsace, que ça va bien se passer. Je croise les doigts. Et sinon, on se retrouve peut-être dimanche matin ou pas. Je ne sais pas. C'est le week-end après tout. Allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao.